Et je vous invite à présent à découvrir d'autres regards avec ces mots, empathie, altruisme, capitalisme de long terme, plus de patience. J'invite deux témoins, deux autres regards à nous rejoindre. Mathieu Ricard tout d'abord, le moine bouddhiste. Et Madame Carole Bouquet, actrice. Bonjour. Alors voici les mots qu'on a retenus, hein, altruisme, empathie. Je vais peut-être donner d'abord la parole aux dames, puisqu'il paraît qu'on les a trop entendues ce matin, les hommes, sur la radio. Carole Bouquet, l'économie positive, quelle est votre perspective d'actrice sur ce mot positif? Ce n'est pas une perspective d'actrice. Je vais essayer de reprendre des mots qui ont été prononcés ce matin. Si j'avais prévu d'autres choses, j'ai entendu... une des paroles de Jacques était loyauté. Alors, pour vous expliquer comment, par exemple, naît ce que j'ai fait il y a 30 ans à travers La Voix de l'enfant, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je ne pense pas le monde, parce que c'est un peu terrifiant. En même temps, il y a des choses qui vous donnent beaucoup d'espoir dans ce qu'on a entendu et qui, en même temps, vous font peur. Et je pense que c'est ça contre lequel il faut lutter. C'est tout d'un coup, quand vous pensez globalement, et il faut qu'il y en ait qui pensent mondialement, globalement, il faut bien évidemment des philosophes, des penseurs, des économistes. Mais en même temps, vous vous dites, mais moi, qu'est-ce que je fais? Moi, personnellement, à mon petit niveau, comment je fais? Et quelquefois, à ce moment-là, vous ne faites rien. Donc, il faut penser plus petit. Là, effectivement, où Jacques a raison, ce sont les ONG, les associations, s'investir dans son quartier, dans quelque chose où on a l'impression qu'on va pouvoir maîtriser, et ça va avoir un effet global. C'est-à-dire que ce petit travail va vraiment avoir de l'effet. Et j'ai commencé à La Voix de l'enfant à propos de loyauté. Je saute là comme ça parce que en voyant un film qui s'appelait La Déchirure il y a 30 ans, qui était un film sur la guerre au Cambodge et la maltraitance, enfin donc le sort de ces enfants à ce moment-là. Je suis sortie de ce film bouleversée. Je suis allée dîner avec des amis et j'étais en larmes. Et je me suis dit, mais j'ai eu honte de moi. Je me suis dit, mais c'est pas cohérent. Tu es en train de pleurer, tu es assise confortablement dans un restaurant à Paris. Et le spectacle, au fond, de l'horreur, de la misère, te bouleverse et en même temps, tu ne fais rien. Alors, le lendemain, j'ai commencé à me dire, je voudrais partager, on repart justement, parce qu'être heureux tout seul, c'est quand même pas très satisfaisant. Moi, je fais un métier, effectivement, où on parle aux autres, et sans les autres, sans les spectateurs, je n'existe pas. Donc ça, je savais quand même, mais je voulais au moins pouvoir rendre un peu de cette chance que j'ai eue. Monsieur Stiglitz disait tout à l'heure, si vous avez la malchance de tomber sur des parents qui ne sont pas les bons, oui, ben, quelquefois, effectivement, on ne choisit pas. Et moi, je ne suis pas née, effectivement, au départ, avec une voie tracée qui est celle que j'ai eue, avec la chance que j'ai eue. Et en même temps, j'ai eu sur mon chemin des gens qui m'ont aidé, des chances que j'ai voulu, et après j'ai essayé de vouloir partager. Alors je repars à La Voix de l'enfant. J'ai essayé de regarder des associations sur l'enfance maltraitée, et je pensais à l'Afrique, je pensais aux enfants mourant de rougeole, de malnutrition, et je suis arrivée dans une association qui, à ce moment-là, j'arrivais pas à parler avec sa directrice parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner sur des affaires de maltraitance en France. On n'arrivait pas à avoir une conversation en plus de quelques minutes. Je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, bah, c'est comme ça toute la journée. Des parents, des grands-mères, des tantes, des proches qui appellent. Et c'est comme ça qu'a démarré, moi, mon travail. C'est que je lui dis, attendez, je vais commencer tout simplement à utiliser ce que je sais faire, c'est-à-dire la presse, et à raconter. Parce que si je ne sais pas, ça veut dire que les politiques peut-être ne savent pas, et en tous les cas n'agiront pas. Si nous ne sommes pas derrière pour raconter ce qui est en train de se passer, si nous ne relayons pas l'information, si nous ne les forçons pas à agir, ils ne feront pas.
Et effectivement, j'étais pas très optimiste sur le fait qu'ils pensent à 30 ans, 40 ans, 50 ans, et je les voyais penser à court terme. Et à ce moment-là, j'ai commencé tout simplement à communiquer sur ce qu'était la maltraitance en Occident, qui était un mal vraiment de notre temps, méconnu. Et au départ, on m'a traitée de menteuse. J'arrivais avec des photos d'enfants maltraités. On me disait que c'était un montage. Je leur disais oui, j'ai rien d'autre à faire. Dans mes moments de désœuvrement, je fabrique des photos d'enfants maltraités. Donc la communication sur ce qui était impensable était très difficile au départ parce que justement il y avait la peur. Les journalistes avaient peur, les juges avaient peur, les directeurs d'école avaient peur parce qu'ils se sentaient coupables. Ils se sentaient, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de répondre au malheur. La même chose pour l'environnement. Je peux imaginer aujourd'hui, j'ai vu des amis qui sont là et qui s'investissent énormément dans l'environnement. Si vous pensez globalement, vous avez peur. Donc il faut penser à comment on peut agir dans un domaine qu'on pourrait commencer à maîtriser, et à ce moment-là, il va d'ailleurs s'élargir, parce que de l'association La Voix de l'Enfant, on avait une association, maintenant on est une fédération, on en a plus de 70, un peu présente partout dans le monde. J'ai vu Jacques commencer à propos de Planète Finance en 98, il avait des tout petits bureaux au-dessus ou à côté de La Voix de l'Enfant. Maintenant, c'est devenu une action mondiale, mais il n'a pas pensé, même si lui, il a rêvé mondialement, en tous les cas, il a commencé à agir sur le terrain de façon, je pense, plus modeste. C'est un mot aussi qui est revenu tout à l'heure. Il faut aussi être modeste, mais en même temps accepter d'agir sur le contexte, au fond, le vôtre, proche. Et puis, peut-être, ça aura des effets, mais ça, pas peut-être, de façon certaine, ça aura des effets plus globaux. Un exemple d'engagement et d'altruisme, merci. Est-ce que Mathieu Ricard, on peut... Parce que finalement, l'économie positive, c'est une déclinaison de l'altruisme. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une économie fonctionne irriguée par l'altruisme? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut voir ça dans un contexte plus vaste, sur 3 échelles de temps. Tout d'abord, imaginez qu'ici, ici présent, nous décidions ce matin du sort de 7 milliards de personnes. On crierait bien sûr à une violation inacceptable des droits humains. Pourtant, c'est bien ce que les 7 milliards de personnes de cette planète aujourd'hui font pour des milliards et des milliards et des milliards de générations à venir. Je suis marxiste, mais de la tendance Groucho, pas Karl. Et Groucho disait « Pourquoi me préoccuperais-je du sort des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» C'était une boutade, mais malheureusement, Stephen Forbes, le milliardaire américain, a dit à peu près la même chose à propos de la montée du niveau des océans, en disant « Je trouve absurde de se préoccuper, de changer notre mode de vie maintenant pour quelque chose qui arrivera dans 100 ans. » Donc la question de l'environnement est une question d'altruisme et d'égoïsme. Si nous avons de la considération pour les générations à venir, bien sûr, nous ne savons pas, comme le disait Madame, ce à quoi ils aspireront. Mais pour sûr, si 30% des espèces ont disparu de la planète en 2050, ils ne seront pas forcément très contents. Si nous leur livrons un désert et il y a 200 millions de réfugiés climatiques, ce ne sera pas non plus un très bel héritage. Pourquoi cette notion d'avoir davantage de considération pour autrui qui nous ferait compter les externalités dans les comptes économiques, c'est-à-dire le coût environnemental du prix de la vente du pétrole, par exemple? Pourquoi ça s'applique aussi au court terme? Si nous avons davantage de considération pour autrui, dans le monde de la finance, nous n'allons pas pratiquer une finance de casino avec les épargnes de personnes de revenus moyens qui ont épargné toute leur vie, et au pire, comme l'a fait M. Madoff. Si nous avons davantage de considération pour autrui, dans le moyen terme, celui de la satisfaction de vie, la durée d'une famille, d'une génération, d'une vie, finalement, si un État était le plus riche et le plus puissant et tout le monde était malheureux, à quoi bon l'accroissement continuel du PIB? Ce n'aurait pas de sens. Il faut donc avoir davantage de considération pour autrui. Comment, comme m'a dit M. Stiglitz, inclure des paramètres, des mesures qui aient plus de sens? Il faut donc bien sûr la richesse économique, ça c'est ce qu'on fait déjà maintenant depuis longtemps, le PIB, mais aussi la richesse sociale
et la richesse environnementale. Pour vous donner un exemple de en quoi constituer la richesse sociale, le petit pays du Bhoutan a donné un exemple en essayant de faire ses comptes nationaux sur ces 3 index. Prenez le tabac. Si vous vendez du tabac, ça fait monter le PIB. Si vous envoyez des gens dans les hôpitaux parce qu'ils ont le cancer du poumon, ça fait monter le PIB. 6 millions de morts par an, c'est bon pour les pompes funèbres. Donc le PIB, il monte. Richesse sociale, le Bhoutan compte ça comme un déficit, parce que bien sûr, c'est un coût. Richesse environnementale. Au Bhoutan, 65% de couverture de forêt. C'est un problème mondial. Les forêts tropicales risquent de disparaître d'ici 2050. Si on les coupe, le PIB monte au plafond, mais vous avez un désert. Donc compter la richesse sur pied, la richesse environnementale sur pied des forêts est un index valable. Donc dans ce sens, nous avons besoin de davantage de considération pour autrui. L'altruisme n'est pas une sorte de noble idéal utopique et naïf, une expression de bons sentiments, c'est une nécessité. Nous devons passer à un niveau supérieur de coopération, même les évolutionnistes vous le diront. Donc comment faire? Bien sûr, il faut d'abord commencer par nous-mêmes, au niveau individuel. Or, nous pouvons changer. Nous apprenons à l'école à lire et à écrire, à jouer aux échecs, à résoudre des problèmes de mathématiques. Pourquoi pas cultiver davantage de bienveillance? Les neurosciences vous diront, votre cerveau va changer fonctionnellement, structurellement. Comment faire au niveau de la société? Quels sont les points d'articulation? C'est l'évolution des cultures. Les idées changent. Regardez notre attitude vis-à-vis de la guerre. Au début du XXe siècle, la guerre était noble, héroïque, le creuset des civilisations. Maintenant, tout le monde considère que c'est une abomination. Les cultures peuvent changer. Et des modèles créés par les évolutionnistes montrent que si un groupe d'altruistes qui ont des buts communs coopèrent, ils ont un avantage immense sur un groupe d'égoïstes qui, évidemment, ne cesse de se tirer dans les pattes. Il y a donc une possibilité. Pour cela, il faut aussi aller à l'encontre d'une sorte d'égoïsme institutionnalisé, c'est-à-dire des groupes d'intérêt qui savent parfaitement bien qu'ils nuisent à l'intérêt général, mais qui poursuivent néanmoins. On a cité l'entreprise du tabac, c'est aussi ceux qui dénient le réchauffement climatique, ce sont les entreprises pharmaceutiques qui manquent de transparence, c'est aussi, par exemple, pour donner un exemple maintenant actuel, un vote va être fait au Parlement sur le chalutage des grands fonds marins, qui a pris des dizaines de milliers d'années de lente évolution pour se former, et on les détruit brutalement, comme si on passait Notre-Dame au bulldozer. Et de façon irréparable, tout ça pour faire quelques filets de poissons bon marché pour les pays riches, et non pas pour résoudre le problème de la pauvreté. Donc ce vers quoi nous devons aller, donc davantage de coopération, ça veut dire quoi? Au niveau de l'éducation, au lieu de favoriser la compétition, un apprentissage coopératif qui permet aux enfants de coopérer entre eux, toutes les expériences montrent, ça produit des meilleurs résultats scolaires, un meilleur équilibre émotionnel, de meilleures relations avec les professeurs. Au niveau de l'économie positive, dont Jacques a parlé, c'est-à-dire favoriser les ONG, le microcrédit, le commerce équitable, le commerce éthique, les investissements environnementaux, les banques coopératives, etc., etc. Tout ça est possible. On pourrait créer une bourse de l'économie positive. Au niveau plus global, il faut rechercher non pas un développement illimité. Il n'y a que les économistes et les fous, disait un professeur de Harvard, qui croient au développement illimité. Il faudrait 3 planètes en 2050 pour satisfaire les besoins des ressources naturelles. C'est impossible. Donc une harmonie durable, c'est un concept beaucoup plus viable, qui consiste simplement à croître plus qualitativement que quantitativement. Et pour cela, il faut sortir 1,5 milliard d'êtres humains de la pauvreté, cesser cette consommation disproportionnée au sommet, ceux des 1%, qui est la cause majeure du réchauffement global. Jacques a parlé des animaux, c'est un cas typique, parce que d'abord, l'élevage industriel contribue à 18% au réchauffement global à cause du méthane. Avant les transports et juste seulement après les bâtiments. 150 milliards d'animaux tués par an, c'est un problème éthique en soi-même. Le fait de consommer de la viande quotidiennement accroît environ de 15% les risques de mortalité. C'est un problème éthique vis-à-vis des pays pauvres, puisqu'il faut 10 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales qui sont consommées par les pays riches. Les États-Unis consomment 120 kg de viande par habitant et par année, 4 en Inde seulement. Donc c'est tout ça, il y a un problème de pauvreté, d'éthique vis-à-vis des animaux, de santé, de réchauffement climatique. Vous voyez que tout se tient comme un effet domino. C'est pour ça que d'avoir davantage de considération pour autrui, l'altruisme est le concept qui permet de relier toutes ces échelles de temps, aussi bien dans le temps que nous-mêmes par rapport à la multitude des autres.
Et c'est là un concept qui est extrêmement pragmatique, sur lequel on peut construire des modèles, que l'on peut mettre en application dans l'éducation, dans l'économie et dans les problèmes de l'environnement. Jacques Attali. Jacques Attali, l'altruisme comme moteur de l'économie, est-ce que c'est une utopie? D'abord, je voudrais remercier Carole et Mathieu d'être venus. Ils ont fait un long chemin pour être avec nous ce matin, chacun avec des obligations considérables. Et je leur en suis très reconnaissant. Leur témoignage et leur pensée et leur action est absolument vital pour constituer un modèle et un exemple pour chacun d'entre nous. Je suis très fier de leur présence et très fier de leur amitié. Je crois que la meilleure façon de commencer à penser l'altruisme sans que ce soit purement des bons sentiments, c'est de parler de l'altruisme rationnel ou l'altruisme intéressé. C'est-à-dire de dire on a intérêt égoïstement à être altruiste. Carole le disait tout à l'heure, elle a intérêt à être altruiste si elle veut qu'il y ait des gens dans la salle quand elle joue au théâtre. Elle a intérêt à penser à leur faire plaisir. Si elle ne leur fait pas plaisir, ils ne viendront pas. Un cuisinier, il a intérêt à faire plaisir à ses clients. Un homme politique, il a intérêt à faire plaisir à ses électeurs, etc. etc. Donc l'altruisme est la condition rationnelle du bien-être d'un grand nombre de chacun d'entre nous, même de la survie dans le modèle actuel. Donc l'altruisme rationnel correspond d'autant plus à une société dans laquelle l'interdépendance est croissante. Par exemple, dans une société de la rareté, j'ai intérêt à protéger ce que j'ai, à l'avoir pour moi et m'en défendre pour les autres. Par contre, dans une société du réseau, qui est de plus en plus la société dans laquelle on a intérêt à ce que les autres aient aussi ce qu'on a. Par exemple, si je parle une langue et que personne ne la parle, ça ne me sert à rien. Si j'ai un téléphone mobile et que personne ne l'a, ça ne me sert à rien. Si je suis dans un réseau social et que personne ne l'est, ça ne me sert à rien. Donc j'ai intérêt à ce que les autres aient accès au maximum de choses. Et nous entrons dans un monde où il ne faut pas penser l'altruisme de façon hostile à l'individualisme. On n'y arrivera jamais. Il faut penser l'altruisme comme une ruse de l'individualisme. Et ensuite, progressivement, quelqu'un qui est altruiste de façon rationnelle, je suis assez confiant dans l'humanité pour penser qu'il va y trouver du plaisir. C'est pour ça qu'on parle souvent d'altruisme. Moi, j'ai aussi parlé d'altruisme et j'ai comparé altruisme avec fraternité. Le bon modèle, c'est la maternité. Parce que la mère, qui, comme je disais tout à l'heure, est en train de plus en plus de plus vouloir l'être et de vouloir être égoïste, est en train, et par nature, l'être le plus altruiste qui soit. Elle trouve son bonheur dans le bonheur de l'autre. Maintenant, il faut aussi faire attention à ce que cette bataille n'est pas gagnée. Mathieu parlait tout à l'heure du Bhoutan. Il sait mieux que personne que le gouvernement du Bhoutan a été renversé par une nouvelle majorité qui a décidé d'abandonner les indicateurs en question depuis quelques semaines. Et donc cette bataille peut être perdue et elle sera très longue. Il peut y avoir des retours en arrière. Donc je pense que la première chose, c'est ce que disait très justement Carole. Elle a trouvé un infini plaisir à aider les enfants, à créer les conditions pour que... Et elle peut être très fière de son action parce qu'elle a aidé à changer la loi. Je me souviens de longues conversations depuis quelques semaines, je ne dirais pas quelques années, mais avec elle sur ce sujet, sur lequel, en effet, personne ne comprenait, personne ne voulait comprendre. Et progressivement, la prise en compte par quelques individus d'un sujet peut transformer la société. Il y a dans cette salle suffisamment de gens pour prendre à leur compte chacun une dimension, une étincelle de l'incendie qui nous menace pour l'éclairer autrement. L'engagement personnel, donc. Peut-être une dernière question, Mathieu Ricard. Est-ce que cet engagement, cette prise de conscience dans une entreprise, d'où ça doit venir? Est-ce que c'est le top management? Est-ce que là, on voit un engagement personnel qui se diffuse? Carole Bouquet, non, je vous en prie. Non, ça doit toujours être personnel, intime. C'est comme ça que je pense que ça doit partir de là. Après, ça peut, bien évidemment, et ça doit rayonner, mais ça part d'une conviction. Et quand j'ai réussi, et chaque fois que j'ai réussi à faire des progrès législatifs et sur la protection de l'enfance, par exemple, c'est parce que j'avais un interlocuteur en face de moi, politique, qui était convaincu pour des raisons intimes. Après, il y voyait une raison politique, mais au départ, j'arrivais à toucher une fibre vraiment extrêmement liée à l'intimité. C'est pour ça que toute personne ici doit, à mon avis, choisir quelque chose qui le bouleverse et qui lui... Parce que ça va être dur.
parce que ça va être long, parce que les institutions ne vont pas vous aider, parce que ça va être... Donc à ce moment-là, il faut une force, une énergie qui est un peu inébranlable, c'est vrai. Mathieu Ricard, le dernier mot est à vous. Très brièvement, coopération inconditionnelle au sein de l'entreprise et compétition entre entreprises pour pas que les consommateurs en souffrent. Mais pour revenir à cette notion de plaisir, parce que c'est trop important. Bien sûr, l'altruisme amène le double accomplissement du bien des autres, qui est le but, et de votre propre bien en conséquence. Mais si on commence en se disant « je vais faire ça pour me faire plaisir », ça ne fonctionnera pas. Parce que cet sentiment incroyablement chaleureux de se sentir en harmonie avec soi-même quand on a fait du bien, c'est parce que la motivation initiale était altruiste. C'est un effet secondaire qui est tout à fait bienvenu, un peu comme quand on fait une moisson, on plante du blé pour la famille, pour le village, on a du foin en plus, on ne l'avait pas fait uniquement pour ça, mais on l'obtient en bonus. Et donc si on recherchait ça simplement pour le plaisir, ça ne fonctionnerait pas, parce que la motivation serait égoïste. Si je peux me permettre Dernier mot, je vous en prie. Ce que dit Mathieu est très important et ça me fait penser à la fonction du chef d'orchestre. Il ne doit pas du tout chercher à entendre la musique et à trouver du plaisir dans la musique qu'il entend. Il doit chercher la perfection de l'action qu'il mène collectivement pour que les spectateurs en tirent du plaisir. Et je pense qu'il y a cette recherche de la perfection du but qu'on veut atteindre qui, au bout de la route, nous donne du plaisir, mais il faut savoir en passer, et Carole l'a très bien dit, par des moments difficiles sans se décourager. On a parlé d'économie, on a parlé de positif, d'altruisme, de bonheur, de plaisir, d'harmonie. C'est la fin de cette première plénière. Merci Mathieu Ricard, merci Carole Bouquet, merci Jacques Attali.